You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 12e épisode de la deuxième saison de Cold Facts, un épisode un petit peu spécial, vous en avez l'habitude de temps en temps. On fait des interviews et là c'est un entretien de 3/4 d'heure environ avec Andrei Bykov. Avec le numéro 89 des Dragons, eh bien, on revient sur son début de carrière, la finale en 2013 avec Fribourg, sa blessure, ses relations avec Julien Sprunger et avec son père. Bref, un entretien XXL avec un homme attachant qui a réussi avec les années à se faire un prénom. Salut Greg. Salut Jean-Fred, on sort de notre cocon habituel au Mont. Notre confort. Voilà, pour une interview sur le terrain. Alors, on est content, on a Andrei Bykov à notre micro. Directement, première question Andrei, les auditeurs veulent savoir... Déjà, bonjour Andrei. Déjà, bonjour Andrei. Salut. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Les auditeurs voulaient savoir si tu étais sur la glace mardi contre Genève. Est-ce que le retour est imminent ? Alors, je sais pas. On est actuellement en train d'évaluer mes conditions au jour le jour. Donc, j'ai pu reprendre la glace gentiment la semaine passée. Et voilà, maintenant, c'est un peu des hauts, des bas. Et je dois gérer un peu les douleurs que j'ai à mon genou. Et puis, du coup, on verra. Je sais pas encore si je serai sur la glace mardi. Ça me fait penser le fameux day, tu dis au jour le jour, le fameux day to day qu'on nous Day- sort ouais, comme ça. day to day. Ça te fait sourire des fois quand ou c'est vraiment au jour le jour. Non, c'est vraiment au jour le jour, mais c'est surtout d'un point de vue personnel, quoi. Je veux dire, on peut forcer tout d'un coup un peu plus à un entraînement et avoir des douleurs, donc le lendemain, on doit faire un petit peu moins d'efforts, donc c'est clairement ça, quoi. Surtout quand on se rapproche de l'échéance, à mon avis, c'est encore plus le cas. Puis le fameux lower body injury, donc c'est l'épaule, c'est juste. Non, voilà, je pense que c'est pour préserver des fois la santé des joueurs. Voilà, moi j'ai mal au genou, c'est quelque chose qui va guérir. Et puis, ouais, c'est pas une blessure cool à avoir parce que je suis quelqu'un qui adore rester en mouvement et qui adore surtout courir. Donc là, de pouvoir maintenir la forme, c'est un peu plus compliqué. T'as déjà eu ce genre de blessure Au bas du corps, j'ai eu quelques fois des problèmes aux adducteurs, mais c'était des histoires d'1 ou 2 semaines, jamais rien de grave. C'était surtout la tête, j'ai eu beaucoup de blessures à la tête, et puis sinon deux, trois choses à l'épaule, au poignet, au doigt. Des Je sais, choses qui blessure de arrivent. hockey. Ouais, enfin des choses qui arrivent plus ou moins souvent. Je me rappelle pendant la finale 2013, ton poignet, c'était un peu le sujet de discussion qui commençait à Montbovon puis qui finissait au nord de la Saint-Gine. Comment va le poignet d'Andrei Bykov ? Comment tu vis ça justement où tout le monde voulait savoir si tu jouais parce qu'à ce moment-là, tu étais le leader de cette équipe en termes de jeu offensif, défensif, etc. Puis il y a eu cette finale contre Berne où tu as le poignet qui est pas pété mais qui est bien touché. Ouais, c'était simplement frustrant de ne pas pouvoir être à 100% de mes capacités dans un moment aussi important pour le club et puis surtout pour moi-même. Donc c'était terrible. C'était vraiment un enfer de ne pas pouvoir tenir ma canne, de ne pas pouvoir prendre un engagement normalement et d'être sur la glace et de voir tous les spectateurs qui me regardent et qu'il n'y a personne qui sait ce que j'ai et qui se disent mais pourquoi il ne joue pas normalement, qu'est-ce qu'il a et tout. Donc c'était terrible, quoi. On était en finale. J'ai fait une saison incroyable et puis là en demi-finale, il y a ce pouce qui pète, donc c'était chiant, quoi. Mais voilà, après les médias, c'est clair qu'ils essayaient de savoir. Il y a même un journaliste qui a regardé dans ma voiture et qui avait trouvé une radio, en fait. Il n'avait pas vu la radio, mais il avait vu des documents de l'hôpital. Donc après, c'était sorti que j'étais effectivement blessé. Donc c'était allé assez loin, c'était rigolo. Mais tu dis ça t'a gêné, mais tu fais 17 points en 17 matchs. Ouais, mais c'était sur la fin. Je pense que la finale, j'ai pas dû en faire beaucoup. Et le dernier match de la demi, voilà, j'ai joué sous piqûre, mais honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance dans les assists que j'ai fait. Ouais, j'ai pu tenir ma place, mais j'étais pas flamboyant je pense statistiquement sur la finale, en tout cas pas. Si on rembobine, maintenant on est à côté de la patinoire, on a été exilés pour faire cette interview parce que la patinoire c'est un chantier monstre. On voit de l'extérieur, chaque fois qu'on vient à la patinoire, ça change. Comment toi tu vis ? Tu as connu forcément Saint-Léonard dans ce nom-là, la BCF Arena, mais qui était toujours Saint-Léonard. Comment toi tu vois cette transformation actuelle ? Comment tu la vis ? C'est très spécial. Honnêtement, moi ça me fait vraiment
au début, je suis désolé de le dire, mais ça m'a vraiment fait mal au cœur de la voir comme ça, parce que c'était la patinoire dans laquelle je venais depuis tout petit, en fait. Et puis, ouais, c'était très bizarre. Mais voilà, maintenant, on voit un peu l'évolution de la construction, et puis ils sont en train de faire un truc grandiose, quoi. Mais c'est vrai que quand on vient ici tous les jours, on se demande un peu. Au début, on s'est demandé si on allait pouvoir jouer le premier match à temps, parce que c'est vrai que les travaux, c'était impressionnant, quoi. On avait l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose qui était fini, et puis incroyable, le jour J, c'était le 1er octobre, je crois. La patinoire était utilisable, donc c'était hallucinant qu'ils aient réussi de faire ça à temps. Mais là, c'est vrai que le chantier. On est dedans vraiment tous les jours, c'est pas toujours évident, mais quand on voit déjà à l'intérieur maintenant, c'est quelque chose d'impressionnant. Puis je pense que quand elle sera finie, elle va être hallucinante, cette patinoire. Oui, c'est l'impression que ça donne, en Ouais. tout cas. J'entends pas mal de trucs sur les vestiaires, que pour l'instant, c'est pas hyper simple des joueurs de Fribourg-Gotteron actuellement. Ouais. Il y a eu des inondations dans le vestiaire. C'est quoi l'envers du décor, du coup? Dans quoi vous vivez actuellement? Disons que ils se sont surtout, pour l'instant, concentrés sur le fait que les matchs puissent être joués. Donc c'était toute l'infrastructure à l'intérieur de la patinoire, autour de la glace. Et les vestiaires et les couloirs vont être finis dans un deuxième temps. C'est clair que c'était pas très évident au début. On devait tous les jours faire le déplacement dans la deuxième patinoire. On n'avait pas l'habitude de faire ça. Mais notre vestiaire n'a pas changé. Donc franchement, avec les conditions, ils ont vraiment fait au mieux. Et non, ça a été. Franchement, c'était une expérience un peu spéciale. Je pense surtout pour les nouveaux joueurs qui arrivent à Fribourg. Ils se sont dit, mais on arrive où, quoi? Mais non, je veux dire, les couloirs, voilà, c'est en construction, mais ça allait. Il y a 2-3 gouttes d'eau qui tombaient dans le vestiaire. On a dû mettre des bidons, mais rien de grave, quoi. Ça se passe très bien. Mais on se réjouit quand même de pouvoir évoluer dans des meilleures conditions pour la suite. Pour revenir sur les blessures, tu parlais avant comme ça, tu as mentionné commotion, puis ça me fait penser aussi que Julien a été beaucoup touché. Quand d'autres joueurs avec qui on est proche sont touchés, ça fait quelque chose, on est en empathie aussi avec eux. Totalement, parce qu'on sait ce qu'ils vivent, et puis on connaît le processus qu'ils vont devoir traverser, donc on peut que les soutenir, et puis ouais, c'est essayer d'être encore un peu plus proche d'eux, et puis ouais, d'essayer qu'ils gardent le moral, quoi. Mais c'est jamais évident d'être sur la touche parce qu'on se sent tout de suite un petit peu exclu du groupe. Donc voilà. Bon, là maintenant, Julien et moi, c'est la première fois qu'on est ensemble touchés. Heureusement, pas la tête. Cette fois, c'est les 2 genoux. Et non, bah écoute, on se tient les coudes comme on peut. Et puis voilà, je me réjouis en tout cas, lui, de le voir sur la glace. Je pense que ça va être pour très bientôt aussi. Et ouais, j'espère que je pourrai nous aussi évoluer avec lui. Quand tu dis on se sent exclu du groupe, là en ce moment le groupe est justement en train d'assez bien vivre. Il y a 3 victoires de suite, 3 grosses victoires de suite. C'est quand même Lausanne, Bern et Zug, Ouais. avec la manière en C'est plus. clair. Toi, tu vis comment ça finalement de l'extérieur? Ça te permet d'être plus patient finalement, de te dire bon bah au moins ils gagnent des matchs pendant mon absence. On essaie vraiment d'être derrière eux tout le temps, d'être là, d'être présent au match, de les encourager. Là, ces 3 victoires, c'était quelque chose d'incroyable. Moi, ça me fait tellement plaisir, quoi. Je veux dire, après ce début de saison qui était compliqué. Et là, de voir et puis surtout de ressentir ce qui se passe dans le groupe, c'est génial. On n'est pas totalement dedans. C'est surtout aux entraînements, je pense. On s'entraîne individuellement avec les blessés. Donc, on n'est pas toujours aux séances vidéo. On n'est pas là sur la glace avec eux. Donc, on ressent pas toute l'atmosphère de l'équipe, mais dès qu'on peut y participer, on est dedans. Et puis là, pour l'instant, il y a une très bonne vibe, je pense. De l'extérieur, le changement de coach, bon, on a vu les effets, je pense qu'il n'y avait pas besoin d'avoir fait trop d'études en hockey pour voir les différences. Mais quand Shane Simpson est arrivé, il y a eu pas mal de sourires, on va dire, en coin. Ah voilà, Dubé, il engage un assistant, un coach advisor. Comment toi tu l'as vécu ce passage? Parce qu'on en avait parlé au moment du départ de French, tu m'as dit, moi j'ai beaucoup aimé cet entraîneur. Ouais. Déjà, on peut peut-être commencer par là. J'ai souvent l'impression Ouais, quand un coach part, c'est maintenant que les langues se délient. Ah bah voilà, machin il était comme si. Je dis pas ici, hein, je dis globalement, on le remarque partout. Toi, Mark French, son départ déjà, tu l'as vécu comment? C'était bouleversant comment ça s'est passé. C'était assez impressionnant parce que
On rentrait de cette grosse déconvenue à Ambry et puis on était dans le car. Puis d'un coup, on reçoit un message pour nous dire qu'on a un meeting dans le vestiaire. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose de gros qui allait se passer. Puis ben, là, on arrive et puis on nous apprend que voilà, le coach sera plus là. Donc moi, ça m'a fait un choc parce que ben, ça faisait quand même 3 ans, je crois, que j'étais sous ses ordres. Et puis j'ai appris énormément grâce à lui, et puis c'était devenu quelqu'un de très attachant. Donc ouais, pour moi, ça m'a vraiment touché. Et voilà, on rentre à la maison, c'est 3 heures du mat. Du coup, difficile de trouver le sommeil entre la défaite, la situation des matchs, un nouvel entraîneur. Bah, bien sûr, ça tourne dans nos têtes, quoi. Puis on dort pas beaucoup. Puis le lendemain, on arrive et puis bah je croise Dupes et puis bah voilà, c'est mon nouvel entraîneur. Donc ça m'a fait bizarre. Et puis du jour au lendemain, comme ça, c'est rude, quoi. Il y a souvent cette idée préconçue, l'équipe qui joue contre le coach. Ouais. Toi, quand tu entends ça, tu te dis quoi? C'est incroyable. Moi-même, en tant que spectateur, des fois, quand je vois des matchs de foot, je me dis, mais c'est pas possible. L'équipe joue contre le coach. Et pourtant, je suis sportif moi-même, et c'est impossible de jouer contre un coach. C'est juste pas possible. Chaque joueur, surtout aujourd'hui, quoi, chaque joueur doit performer, doit marquer des points, l'équipe doit gagner. Donc cet esprit de compétition, il est dans la tête de tout le monde. Mais c'est hallucinant. Je peux comprendre que les gens le pensent, mais c'est de loin. Même toi. Même moi, Ouais. quand je regarde United, des fois je me dis, mais foutez-le dehors ce coach, quoi. Mais non, ça fait malheureusement partie de ce business. Et non, on ne joue pas contre les entraîneurs. Mais est-ce qu'on peut le voir comme son message ne passe plus finalement? Et puis du coup, c'est peut-être une question de ne plus croire en ses principes de jeu qui fait qu'on a cette impression-là de l'extérieur de dysfonctionnement entre le coach et son équipe? C'est possible que certains joueurs puissent le penser. Maintenant, moi personnellement, quand je sors sur la glace, j'ai envie de gagner, c'est pour Gauthieron, quoi. Là encore plus, moi j'avais envie de jouer pour Marc, donc c'est clair que j'avais cette motivation. Mais à un moment donné, voilà, il y a quelque chose qui clochait, et puis voilà, le club a décidé de prendre cette décision, et puis bah, pour l'instant, je crois que ça parle en faveur du club. T'es super empathique, j'ai l'impression. Que t'as beaucoup. Ça te touche les choses. C'est que pour Mark French ou c'est pour d'autres choses dans le hockey ou même dans ta vie? Ah ouais, on me le dit souvent. Je pense que c'est lié à mon signe astrologique. Donc c'est c'est ça. Non, Qui je est suis Verseau, Voilà. ascendant Taureau. Ok. Voilà. Je suis quelqu'un de très sensible, et puis je m'attache vite aux gens. Et ouais, donc que ce soit mon club ou mon ancien entraîneur. Donc ouais. Cet attachement-là, bah, tu dis ton club. Mhm. On a aussi des questions à ce propos. Mhm. Dire, tu n'as en fait jamais. Enfin, tu n'as jamais quitté Fribourg déjà, voilà. Ouais. Est-ce que une fois, tu as eu cette idée un peu folle de te dire, bon allez, j'essaye ailleurs. C'est Quentin Delavie qui dit, mais respect aux clubistes et j'espère te revoir bientôt sur la glace. Merci Quentin. Quentin, c'est juste. Ouais. Bah, bien sûr que ça nous a traversé l'esprit, que ce soit Julien ou moi. On en a encore parlé hier parce que ben, Ludo nous a annoncé qu'il partait à Zurich. Ça m'avait traversé l'esprit, mais c'était surtout le fait de vouloir gagner avec Fribourg, absolument. Et tout d'un coup, de me retrouver dans un autre club et de voir Fribourg gagner. Je pense que je serais vert, quoi. Mais non, en plus, on a, dans les années, ben, à la fin, 10, 11, 12, 13, c'était assez des bonnes années pour nous. Donc, ouais, pour moi, il n'y avait vraiment pas matière à partir. Et c'était surtout le fait de vouloir gagner. Après, si un jour on avait gagné avec le club, peut-être que j'aurais eu envie de partir à quelque part. La Russie m'avait toujours attiré, donc j'avais eu l'occasion de y aller. Mais ouais, c'était trop important pour moi de rester là. Parce que la Russie, tu parles le russe Ouais, je parle le russe. Voilà. T'as été drafté en KHL, c'est là où Ouais. tu t'es dit, et si je tentais le truc? Ouais, c'était en 2009, je rappelle, 16e position. Alors, on n'était pas forcément, on savait pas, c'est Dynamo Moscou, HK Moscou. C'était Dynamo Moscou. Ok. Ouais. Et tu serais allé jouer pour Dynamo Moscou Non, pas à ce moment-là. C'était incroyable cette histoire. C'était pendant les Hockeyades. On avait joué contre le CSKA. Je crois que c'était Gerd qui était entraîneur. Et il y avait le GM, c'était Fedorov du CSKA.
Et du coup, quelques jours après le match, on m'avait demandé si j'étais prêt à venir jouer pour le CSKA. Mais du jour au lendemain, parce qu'en Russie, ça se passe un peu comme ça, quoi. Moi, en quelques heures, j'ai décidé de ne pas y aller. Et puis, à quelque part, des fois, je pourrais regretter ce choix. Ouais, c'était une proposition hallucinante, parce que c'était mon joueur préféré, en fait. Donc Sergei Fedorov. Ouais, exactement. C'était incroyable. Aller jouer en Russie avec ton nom, avec ta filiation, c'est déjà difficile à Fribourg. Ça aurait été plus difficile en Russie, tu penses? Je m'étais pas du tout posé cette question-là, en fait, parce que moi, je voyais pas du tout ça comme ça. Moi, je voyais le fait de pouvoir jouer dans un championnat qui est génial, où le hockey, il est spectaculaire, et puis je me voyais ça comme une superbe aventure. J'ai peut-être pas la maturité pour réfléchir à ce genre d'aspect par rapport à mon nom, et puis tout ce qui représente, surtout en plus au CSKA. Et là, on parle justement de Fribourg, justement de partir voir ailleurs. Souvent, les juniors du club, il leur faut sortir pour aller, pour ne plus être le petit jeune. Toi, tu as senti qu'en ce moment où tu n'étais plus le petit jeune du club, mais maintenant tu es un des meilleurs joueurs suisses de la Ligue, est-ce que tu as eu cette transition à un moment par rapport au regard des autres, ou comment toi tu as vécu cette évolution? Je ne me suis jamais posé la question, est-ce qu'il y a eu un moment comme ça, un tournant? Déjà, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir évoluer très vite avec la première équipe. Quand je vois les places aujourd'hui pour les plus jeunes, elles sont très difficiles à atteindre. Moi, j'ai eu beaucoup de chance que le club croit en moi, et je leur remercie énormément pour ça, parce que je vois, c'est pour certains, c'est pas évident, quoi. Je sais pas, moi, j'ai encore l'impression d'être encore un petit peu le petit jeune du club. Peut-être comment les plus jeunes commencent à me voir maintenant, en fait. Comme un joueur avec un peu plus d'expérience, en qui ils peuvent venir me demander 1 ou 2 conseils, et puis peut-être un petit peu le respect aussi de mes coéquipiers. Je trouve ça assez cool. Mais non, je sais pas, j'ai pas vraiment eu l'impression que c'est quelque chose qui a changé pour moi. Les jeunes, ils se souviennent encore, tu parles des jeunes, je dis, ils se souviennent, Bikov, ça leur parle encore? Les jeunes de l'équipe La question, les jeunes, c'est quand on leur dit Bikov, ils disent Andrei. Ils pensent de base Andrei, ou ils pensent Slava selon toi? Faut leur demander, mais j'espère les deux, je sais pas. Une anecdote qui m'a fait rire, c'est Sandro, l'autre jour, Schmitz, qui m'a envoyé une photo. À ma première année, en fait, on était allé patiner à Gain avec les juniors, et puis en fait, lui était junior, puis j'ai une photo de lui, quand on était ensemble, on a fait une photo ensemble, puis il était tout petit, puis aujourd'hui, je joue avec, donc je commence un peu à me rendre compte que je fais plus partie des plus jeunes. T'es un vieux clou, quoi. Ouais, que je suis un vieux clou, exactement. Merci, c'est sympa. 31 ans, on le rappelle, Ouais. ou 30, hein, non? 31. 31. Ouais. Mais c'est vrai que tu parais toujours assez jeune, Ouais, en c'est fait. gentil, merci beaucoup. On parle de photos. Moi, j'en ai une pour toi. Ouais. Je suis tombé sur ça dans les archives Keystone. Ouais. Ça te rappelle quelque chose? Non, Je pense pas, t'étais jeune, hein. Aucun souvenir, non. C'est quand Slava était à la Coupe Spengler. Qui est C'était à Davos, ouais. Ouais. Ok. Sur les hauteurs de Davos, t'avais 4 ans. Ouais. Je pense que je mettrai une capture d'écran sur... Elle est stylée, la photo, ouais. Pas mal quand même. Ouais, Génial. franchement, elle est Tu te cool. souviens de cette arrivée en Suisse où forcément t'étais trop jeune? J'étais trop jeune. Nous, notre jeunesse, on est resté au même endroit, on n'a pas bougé, donc il n'y a pas de bouleversement, donc je pense que c'est peut-être plus facile de l'oublier. Toi, tes premiers souvenirs, c'est Fribourg. Ouais. Mes premiers souvenirs, c'était Fribourg. J'ai aucun souvenir de mes premières années à Moscou. D'ailleurs, c'était impressionnant. La première fois que je suis retourné, j'avais 16 ans. Et je suis arrivé là-bas, on m'a dit, écoute, t'es né ici. Voilà, j'avais aucune idée, j'arrive à peine à lire le cyrillique. Mais non, mes premiers souvenirs, c'était à Marly, dans le quartier, avec les gamins, à faire du sport et tout. C'était un nouveau quartier avec plein d'enfants, donc c'était génial, on était tout en dehors. C'était mes premiers souvenirs. Mes premiers coups de patin, j'ai peut-être 2 ou 3 feelings comme ça à Davos. Je sais que j'avais patiné beaucoup avec ma maman au début, que quelques années, mais sinon, non. C'est une fan de patinage, de hockey ou c'est... Non, ma maman, pas du tout, justement. Enfin, surtout là, je pense que la dernière fois qu'elle est venue me voir jouer, c'était lors de la finale. Ouais, Il y a 6 ans. Ouais, elle aime pas, elle trouve que elle a trop vu, je pense, mon papa jouer, se faire trop souvent mal. Et moi aussi, d'ailleurs, quand j'ai quelque chose, je lui dis pas, parce que elle, tout de suite, elle est pas bien. Donc voilà. Puis on a un petit souvenir, Greg est pareil, même s'il est un petit peu plus jeune que moi, d'un match en 2000, j'ai envie de dire 2001 pour le jubilé de Slava, où tu avais 12 ans. C'était en 2001. Ouais, Ok. 88 ou 12 ou 13 ans, quoi. Ouais. Et où tu mets
de mémoire, je dirais 2 buts à Renato Tozio. Puis j'avais l'impression que, si je m'en rappelle, c'est qu'en fait, tu avais mis 2 buts à un grand gardien de Ligue nationale. Et on en avait parlé et tout le monde avait dit, ah bah voilà, on a l'héritier de Slava Bikov. C'est bon, le club est sauvé en fait. Tu te C'est souviens fou. de ce soir-là? C'est incroyable, vous voyez la chose comme ça, parce que moi je la voyais pas du tout comme ça. Ça fait bizarre d'entendre ça. Je me souviens tellement bien de toute cette journée en fait. C'était quelque chose d'énorme. Et je me souviens qu'il y a eu tout un concept autour de ce match, toute une histoire de marketing et tout. C'était génial, quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était un jour incroyable. Mais en fait, je me rendais pas compte pourquoi c'était, en fait, que mon papa arrêtait vraiment le hockey. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Pour moi, c'était juste une grande fête et puis qu'il y avait des joueurs incroyables qui venaient à Fribourg, puis qu'il allait avoir un monstre match. Et puis d'un coup, en fait, je me suis rendu compte que la patinoire était plus que pleine. Il y avait plus de monde que ce qu'il devait y avoir dans la patinoire, en fait. Et c'était le mois d'août. Et puis c'était c'est hallucinant. Et en fait, après, je voyais les joueurs qu'il y avait dans cette sélection russe, les joueurs qu'il y avait dans cette sélection suisse, et puis j'étais halluciné. Puis après, on m'a dit que je pouvais aller jouer les quelques dernières minutes. Moi, j'étais tellement heureux. Je pensais juste à ça. Égoïste comme j'étais, j'ai pas pensé au fait que mon père, il allait vivre ces derniers moments. Et moi, je me réjouissais juste d'entrer sur la glace. D'ailleurs, quand il y a eu ce passage de témoin, c'était d'ailleurs joliment pensé, où je suis entré sur la glace et puis pendant 10 secondes, je me suis retrouvé un peu comme un con au milieu de la glace, à saluer les gens. Et puis j'avais peur. C'était la première fois que je me retrouve sur la glace devant autant de monde, sans grille en plus. C'était très flippant pour un gamin de 12 ans. Et puis après, on m'a laissé marquer 2 goals à Renato Tozio, donc j'étais tout content. Ah, donc je me souvenais bien, alors c'était bien Tozio. Ouais, c'était sûrement Tozio. Ah ouais, je crois que je sais même plus avec quelle équipe j'avais joué, si j'avais joué avec les Russes ou les Suisses. Je sais plus. Mais c'est très joli parce que tu dis, moi, en grand égoïste, et je pense à ton père quand tu rentres sur la glace et lui, la fierté que ça devait être. Ouais. Il devait justement se dire, non, mais prends ces dernières minutes. Non, je pense que ouais, il a dû avoir tellement d'émotions différentes qui ont traversé son esprit. Ça devait être un moment très dur pour lui. Et très beau aussi, j'imagine, quoi, c'est clair. Derrière, il se passe quoi? Parce que tu reviens le lendemain comme le junior du club qui continue de progresser, qui grandit, etc. Toi, tu n'as senti aucune pression ou la première fois que tu t'es dit, OK, voici mon nom et je suis un joueur de la première équipe et du coup, on attendra peut-être plus que si je m'étais appelé n'importe quel autre nom fribourgeois, disons. La première fois que j'ai eu ce feeling, c'était lors de mon premier match. Et en fait, personne ne s'attendait à ce que je joue avec la première équipe. C'était au mois de décembre. Il y a eu, je pense, la moitié de l'équipe qui était blessée. Donc, on m'a demandé de venir dépanner. Et puis, je suis là, OK. Et j'y croyais pas trop, en fait, parce qu'il n'y avait aucun signe qui montrait que j'allais jouer avec la première équipe cette année ou l'année d'après. Je me suis jamais entraîné avec la première équipe, ni pendant la préparation estivale. Lapsus révélateur. Exactement. Et j'arrive sur la glace pour le match à Fribourg et on filme sur l'écran, enfin je passe à la télé et puis tout d'un coup y a le cop qui commence à chanter mon nom. Non mais un truc de malade vraiment. Et j'avais de la peine à y croire, j'ai eu beaucoup de gêne aussi parce que j'ai pas encore fait un chiffre, ils savaient pas si je patinais quoi, ils avaient aucune idée. Mais j'ai tout de suite compris que voilà, son nom était encore bien présent, donc ça m'avait effectivement touché, ça me touche encore maintenant quand j'y pense. Mais ouais, c'était aussi très injuste par rapport à beaucoup de juniors qui n'ont pas pu vivre ce moment. Donc ouais. C'est drôle parce que tu le prends, tu dis c'est injuste, je méritais pas ça, et alors que nous on se demande aussi si tu as pu vivre normalement toute cette adolescence. Est-ce que tu penses que tu as eu une adolescence d'un gars normal ou est-ce qu'il y avait quand même beaucoup d'attentes en toi et en Julien finalement comme étant les successeurs qui peuvent redorer le blason encore du dragon quoi. Ouais. D'ailleurs j'ai lu un bel article sur ça dans le temps de toi. Non, mon adolescence était très spéciale de par le fait déjà que je faisais beaucoup de sport et je pense que beaucoup d'ados vivent aussi à travers ça, donc c'est quelque chose de pas évident de faire du sport, d'étudier en même temps et puis finalement de devoir se séparer de certains potes,
de pas pouvoir aller faire la fête le week-end avec ses amis, d'avoir une vie différente en fait. À cela s'est ajouté le fait que mon père a dû aller chercher du job en Russie. Donc c'était surtout son absence en fait qui était très difficile pour moi à cette époque. D'ailleurs, quand j'ai joué mon premier match en Liga, il n'était pas là, il était entraîneur. Donc toute cette période jusqu'à, je sais même plus quel âge j'avais quand il est revenu, mais je crois qu'il était parti en 2005. Donc c'était très difficile pour moi ces années de transition en fait. Et là, il m'avait beaucoup manqué. Et ma maman a dû prendre énormément sur ses épaules. Et puis, ouais, j'ai toujours été un gamin très sage. Mais quand il était parti, je sais pas, si c'était une envie de révolte ou j'en sais rien. Mais il m'avait beaucoup manqué à cette période-là. Et puis, par rapport à la pression que j'avais par rapport à son nom, honnêtement, je m'en suis jamais vraiment rendu compte jusqu'à aujourd'hui, où je me dis que ça avait peut-être joué un rôle. Mais ouais, je voulais juste être un gamin un peu comme les autres, quoi. T'as une relation fusionnelle avec ton père, tu dirais? Ouais, c'est une relation très spéciale. Je pense que ouais, c'était une relation qu'on a commencé à bâtir quand il est revenu. Et ouais, ça m'a touché le fait de ne pas avoir été avec lui ces années, quoi. Tu te verrais être entraîné par ton père? Parce que chaque fois qu'il y a un coach... Ah ouais, cette question. 2 secondes, Non, c'est bon. Chaque fois qu'un coach saute à Fribourg, on se dit, bon ben voilà, Slava est pas loin. Ouais, il a fait 2-3 trucs en tant que coach quand même. Ouais. Tu te verrais être entraîné par lui? Bah bien sûr, ça me poserait aucun problème. Je sais pas exactement comment il est comme entraîneur, mais en tout cas j'aime on a le même langage quand on parle de hockey, donc ouais, j'adore ses idées, j'adore sa vision de ce sport. Après, je sais pas comment il serait en tant que meneur d'hommes dans un vestiaire en Suisse. J'ai ma petite idée à comment il était en Russie, comment il entraînait là-bas, sa façon d'être, et puis le respect aussi qu'il incarnait en Russie, que ce soit avec l'équipe nationale ou en club. C'était, je trouve juste incroyable ce qu'il a réussi à faire. Maintenant, de le voir à Fribourg, je sais pas, j'ai un peu de peine à m'imaginer. Déjà le fait qu'il... Ouais, je sais pas, ça ferait quand même un peu bizarre. Il y a une question que je me pose chaque fois que je vois un match où tout le monde est en santé à Fribourg. Vous dites quoi avec Julien sur le banc quand vous restez 2 minutes à la fin de chaque période assis? Ben, pas grand-chose, honnêtement. Surtout ces dernières années, parce qu'on jouait quasiment plus ensemble. Mais c'est vrai, quand on jouait ensemble, tout le temps, on échangeait, on se disait, on reparlait de nos shifts et tout, puis on essayait de trouver un peu 2-3 techniques ou 2-3 feintes à faire. Mais là, on reprend juste un peu son souffle. Et puis, on discute toujours dans 2-3 trucs du match, quoi. C'est drôle parce que quand on préparait cette émission dans la voiture avec Dia, finalement, les gens ils disent quand est-ce qu'on va revenir à Sprung-Herbikov. On a l'impression que quand il y a un problème à Fribourg, quand ça tourne pas, quand tout d'un coup il y a 2-3 matchs où c'est un peu moyen, on va dire on va les remettre ensemble parce qu'on repense à la SBP. Ouais. Quand même d'avoir un nom de ligne qui appartient, ouais. ça veut dire que c'était quand même une ligne, c'était la meilleure ligne de Suisse un temps. Un temps c'était le cas, ouais, c'est clair, on était tellement complémentaires, mais voilà, on dit Sprung-Herbikov, mais plus c'était très important dans cette ligne, et on avait trop tendance à l'oublier. Je trouve qu'il y a un peu de respect qui a été manqué à Benny toutes ces années, où on nous mettait beaucoup plus en lumière, Julien et moi, mais tout le travail que lui faisait pour nous, son travail de placement, son travail de l'ombre, entre guillemets, qui n'était pas assez mis en valeur. Mais voilà, c'est vrai qu'avec Julien maintenant, on sait qu'on a un peu les mêmes idées sur la glace. On est toujours complémentaires, j'en suis convaincu. C'était peut-être pas facile pour nous de jouer et de nous exprimer pleinement avec Marc. Bah, j'espère que quand on revient de blessure, on nous laisse la possibilité de jouer ensemble pour pouvoir nous exprimer puis retrouver ces sensations. Ça serait génial. Et puis ce lien avec Julien Sprunger, je me rappelle pour avoir fait un entraînement avec vous une fois pour le lancement d'un jeu, c'était NHL quelque chose, hein. On met une année au hasard qu'on veut. On avait fait, c'était Kosman qui était entraîneur, il y avait Ngoy, il y avait Julien, il y avait toi, et puis on avait joué à un espèce de petit match et tu avais joué avec Julien. Je me disais mais c'est pas possible. Même quand on joue contre des journalistes qui ne savent pas patiner en arrière,
est à peine en avant, Mhm. ils sont ensemble. Ouais. On a l'impression que vous avez vraiment Ouais. un lien qui est au-delà bien sûr du hockey, mais qui est vraiment hyper fort. C'est quasiment des frangins, quoi. Bah, Julien, c'est quelqu'un que j'admirais quand j'étais plus jeune. Déjà, quand il jouait en junior elite, c'est quelqu'un que je trouvais très fort sur la glace et j'adorais comment il jouait. Et puis aussi, je voyais que c'était un gars un peu simple. Il était vraiment tranquille, quoi. Il se prenait pas la tête, surtout à cet âge-là, quoi. On voyait de tout. Et lui était toujours fidèle à lui-même, comme maintenant. Et puis c'est toujours quelqu'un que j'ai admiré pour ça. Et puis un jour, on m'a dit que je pouvais jouer avec lui, en fait. Et puis, enfin, d'abord, j'ai pu aller avec la première équipe. Puis tout de suite, lui était super sympa avec les plus jeunes. On voyait qu'il avait hâte que les plus jeunes arrivent dans l'équipe. Donc, moi, ça m'avait tout de suite touché. Qu'il se rapproche un peu de moi, comme ça, qu'il m'aide et tout, qu'il me mette en confiance. Et puis, ben, un jour, on m'a mis dans la ligne avec lui, parce que Gilles Montandon était blessé. Et ça a cliqué, quoi. C'était incroyable. Parce que, ouais, c'était tellement fluide. Et du coup, on a ressenti des émotions géniales sur la glace qui sont ensuite développées en dehors de la glace. Et puis, je pense que c'est surtout quelqu'un que j'admire et j'ai la chance d'être son copain, en fait. Et du coup, c'est ça je pense qu'on a un gros respect mutuel l'un envers l'autre et aussi à travers ce qu'on a vécu. Et quand vous n'êtes pas sur la même ligne, quand le coach décide que ben voilà, il faut plutôt mettre tel ailier, Sprunger avec Ouais. tel centre, toi tu le vis comment? Ben, au début, franchement, ça a été dur. Ça a été difficile pour moi. Je trouve injuste parce qu'on me privait en fait de la meilleure rampe de lancement de Suisse. Des fois, je le prenais pour un canon, puis moi, je lui mettais le boulet en fait pour qu'il envoie, quoi. Donc, pour moi, c'était tellement plus facile de jouer avec lui parce que je savais qu'il avait ce tir incroyable et ce placement hors norme. Et du coup, quand on m'a un peu privé de ça, d'abord, ça m'a un petit peu frustré. Puis après, bah, je l'ai pris comme un challenge génial en fait. Et j'en avais parlé avec mon père et je me suis rendu compte, bah ouais, si j'arrive à essayer de me démarquer et puis de faire un bon job sans lui, ben, c'est du bonus pour moi. Puis si un jour on nous remet ensemble, peut-être que j'aurais amélioré mon jeu. Donc ouais, c'est un challenge. Et puis je découvre aussi d'autres coéquipiers, d'autres choses. Donc ouais, j'ai l'impression que je peux aussi évoluer de différentes manières en fait. Il y a une question de Fred Blanc. Je me dis, ça peut peut-être coller un petit peu avec cette thématique. Est-ce que tu préfères faire la passe ou shooter? Marquer, clairement, c'est un feeling génial. Faire la passe, c'est un excellent feeling aussi. De voir son pote marquer, c'est cool. Mais non, marquer, ça reste quand même un feeling très très agréable, surtout que ça arrive moins souvent pour moi. Non, parce que tu parlais de rampe de lancement, donc on avait l'impression qu'en Ouais, plus, ouais. il y avait toute cette préparation, ce travail de préparation qui te fait plaisir. On a presque aussi l'impression Ah que ouais, non, c'est clair. c'est pas toi qui finis, donc toi, tu prépares tout le jeu, et ça Mhm. peut aussi aller avec une forme de caractère, de dire, bah voilà, je te laisse aussi un petit peu la lumière, mais parce que moi, je suis satisfait d'avoir tout préparé derrière. C'est les deux, c'est clair, de faire une magnifique passe ou d'avoir fait une superbe action qui mène à une passe lumineuse, c'est autant bien qu'un but, c'est vrai. Mais voilà, quand on marque, on peut faire la célébration après. Donc ça, c'est cool. La Kiwi Dance. La Kiwi Dance. On a une autre question par rapport à ton patinage. C'est Mhm. quoi ton secret? Je sais plus qui est C'est l'auditeur. Sylvain Elcoury, le secret du patinage. Voilà. Est-ce que ça se travaille dès le plus jeune âge? Oui, bien sûr. Je pense que le patinage, on peut l'améliorer tout le temps, encore maintenant. Je pense que là, la plupart des joueurs, pendant l'été, vont faire des camps pour améliorer leur patinage et tout. Donc, non, le secret, c'est le travail. Il y en a certains qui se débrouillent mieux dès le plus jeune âge. Et puis, voilà, mais je pense que le travail, c'est très important aussi. Si on voit l'évolution du hockey depuis que tu as commencé, Mhm. un jeu qui est devenu où il y a moins d'accrochés, il y a plus de vitesse, et ça va encore aller dans ce sens-là quand on voit ce qui se passe en NHL actuellement. Toi, tu l'as ressenti quand on est dans ce Ouais. monde-là. Est-ce qu'on voit vraiment cette évolution? Ah ouais, c'est incroyable. C'est hallucinant. On parlait en plus de ça avec Ludo Weber. Ça a changé ces quelques dernières années. C'est incroyable comme ça, c'est encore plus professionnalisé. J'ai l'impression que tous les détails sont vraiment... c'est pointilleux. Tous les entraîneurs font attention absolument à tous les détails. Tandis qu'avant, avant, je ne pourrais pas donner des années, mais je pense que les années où on a joué la finale, et puis avant, c'était un peu le Far West sur la glace, quoi. J'ai l'impression que les gars, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient, ça partait dans tous les sens, il y avait moins d'analyse vidéo sur les adversaires.
c'était moins poussé. Et là, maintenant, en plus de l'analyse tactique, les joueurs sont devenus tous des machines professionnelles. C'est impressionnant. Le développement individuel de chaque joueur et le développement tactique des équipes, le niveau est très élevé, je trouve. Donc il faut être réveillé. En gros, quand il y a une séance vidéo, on ne peut pas se permettre de se dire ouais, j'ai qu'à patiner puis ça va passer. Exactement, ouais. Je pense que c'est très important d'être au taquet tout le temps. Et ça passait il y a quelques années, mais là plus, quoi. Tu arrives à évaluer quand il se passe quelque chose sur la glace. Qu'est-ce qui est scripté, on va dire, ou qu'est-ce qui est un plan de match et qu'est-ce qui vient de la créativité du moment? C'est quoi la balance? C'est pas évident. Il faut trouver cet équilibre, c'est clair, c'est pas évident. Je pense, sans le puck, quand notre équipe n'a pas le puck, il y a clairement un respect de la tactique. Je pense que là, c'est plus évident. Il y a moins de place pour l'improvisation. Il y a peut-être une ou deux lectures d'anticipation de l'adversaire, ce qu'il pourrait faire avec le puck, mais en général, il faut qu'on soit solidaire sans le puck et puis que les joueurs de notre ligne sachent ce qu'on fait, quoi. Et du moment qu'on récupère le puck, là, il y a toujours un certain mouvement tactique, mais il y a quand même un peu plus de place à la créativité, quoi. Ouais, il y a juste aussi En même temps, c'est difficile d'être créatif sans le puck, quoi. Oui. Non, mais tu peux couper une ligne de passe. Il y a plein de choses. Ouais. On a une question aussi, ça tombe bien parce qu'on pensait la poser, c'est Daniel Bourki qui dit tu as peu joué en équipe nationale, ouais. Contrairement à ton père. Est-ce que ça te manque je crois que tu as fait 10 matchs avec l'équipe de Suisse. Ouais. Tu avais aussi joué avec l'équipe de Russie à Montaix quand tu étais en M17. Ouais, exact. Est-ce que l'équipe de Suisse, tu aurais voulu pouvoir faire un peu plus? Ouais, il y a une période où j'étais assez souvent sélectionné pour les tournois, la Deutschland Cup et puis ce genre de choses. Et puis en fait, j'adorais aller à ces tournois. C'était Sean Simpson d'ailleurs. C'était Sean Simpson et puis ce feeling, ouais, c'était des matchs importants, quoi. Je veux dire, on représentait la Suisse, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai pas eu la chance de pouvoir faire des mondiaux. Les fois où j'étais pas loin où je me dis, je pense que j'aurais eu mes chances, c'était l'année où je me suis pété le pouce en finale. Donc il y avait même pas lieu d'essayer d'y aller c'est pas moi qui décide, mais j'ai pas pu être sélectionné. Ça me rend un peu triste. Ça aurait été une belle expérience. Et puis, c'est là qu'ils font la demi-finale. Enfin, c'est là qu'ils font la finale en fait, 2013. Ouais. Peut-être qu'il n'aurait pas fait si j'avais joué. Je sais pas. Mais voilà, par la suite, après, j'ai été beaucoup moins sélectionné. Et puis voilà, après, pour moi, j'étais très content de pouvoir évoluer avec Fribourg. Et puis j'étais très content pour les joueurs qui étaient sélectionnés aussi. Et puis en tant que double national, c'est vrai que c'était spécial de jouer avec l'équipe suisse. Je pense que j'étais fier de l'être. Je suis très heureux d'être en Suisse, mais il y avait toujours aussi ce fait d'être d'une autre nationalité, quoi. Ouais. Et, la Russie, ça a titillé aussi un petit peu. Non, bah non, pas du tout. C'est peut-être la Sbornaïa. Oui, mais après faut rester un petit peu, faut garder les pieds sur terre, quoi. Ils ont d'autres joueurs. Enfin, j'avais pas le niveau pour aller jouer avec l'équipe nationale russe. Et moi, j'adorais voir les deux équipes jouer. Et puis non, surtout maintenant. En plus, je trouve que la Suisse c'était incroyable à avoir joué aux Mondiaux. Donc c'est clair de pouvoir participer à cette fête du hockey avec eux, ça peut être quelque chose d'extraordinaire, quoi. On anticipe un peu, admettons. Finale l'année prochaine, c'est Suisse-Russie, t'es de quel côté? Oh, c'est dur. En tant que spectateur, oui. Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'aurais tendance à dire quand même un peu plus la Russie. J'espère pas être lynché après cette réponse. Tu la comprends, toute cette discussion qu'il y a autour des binationaux en foot? Toutes les discussions qu'il y a autour de Shaqiri. C'est pas évident, ouais. Toi forcément, vu que tu as un peu ce même passé, ou peut-être différent, parce qu'ils ont vécu peut-être un peu plus longtemps au pays que toi, ouais. mais tu comprends cette polémique, elle te fait quelque chose ou bien... Ah ouais, ça me touche, c'est clair. Je les comprends totalement, c'est pas évident du tout. Ils ont la plupart, en plus, leurs deux parents qui sont immigrés en Suisse, donc c'est un pays d'adoption pour eux, qui leur a pour la plupart tout donné. Mais ils ont toujours cet attachement à leur pays et puis leur respect pour leurs parents et puis pour leurs grands-parents et tout. Donc non, je comprends totalement qu'ils sont aussi fiers d'être dans notre pays que le Suisse. Donc c'est une situation délicate parce que on peut nous reprocher de pas assez être fiers d'être Suisse. Et
c'est pas évident. On a lancé donc la Ligue Hockey Manager pour ceux qui connaissent, mais je pense que si vous nous écoutez, vous connaissez le jeu. C'est Fred Blanc qui pose cette question. Est-ce que les joueurs de National League jouent à Hockey Manager? Là, on joue plus trop. Là, il y a eu pas mal de poules qui se faisaient pour la NHL. Mais par le passé, je me souviens que moi-même j'ai joué. J'ai même des potes qui jouaient en fait. Et puis ouais, c'est sympa. Qui disait que tu avais une valeur qui n'était pas assez haute, trop haute. Ouais, et ce genre de choses. Je sais pas si ça évolue encore la valeur ou un truc comme ça. Oui, ça évolue. Ok. Tu peux gagner plus ou moins de millions, mais c'est drôle parce qu'aux États-Unis, notamment en NFL, il y a presque une polémique, et même en NBA aussi, il y a presque une polémique avec ça. Des joueurs qui pensent à leurs stats parce qu'ils pensent à leur équipe, ce qu'ils appellent la fantasy. On n'en est pas là en Suisse, donc visiblement. Non, on n'est pas là. Et alors, il faut prendre Andrei Bikov dans Hockey Manager quand tu seras à nouveau en santé à 5,5 pour. Ouais, c'est sur combien? Hoffman est à 18. Ah, putain. Bon, Ouais. mais lui, il est hors norme. Hein. Ouais, bah 5,5, je pense que c'est pas trop cher. Je pense que Tu penseras. je peux vous faire gagner des points. Ouais. Puis alors, si on prend pas Andrei Bikov en hockey manager, est-ce qu'on peut le prendre comme DJ? Parce que visiblement, ouais. la musique, c'est quand même quelque chose, quoi. Ouais, il faudra peut-être attendre du coup le mois de mai. Peut-être pas avant le mois de mai. Mais effectivement, ouais, Y a quoi au mois de mai? bah, je peux recommencer à faire le DJ. Et tu fais quoi? Tu mixes en soirée? Ouais, exactement. Ça fait quelques années maintenant que j'ai des amis qui partagent la même passion que moi, donc la musique. Et puis, c'est avéré qu'ils sont tellement fans de ça, qu'ils produisent un peu et puis qui mixent dans beaucoup de soirées, un peu partout en Suisse romande. Puis, on m'avait proposé, il y a quelques étés passés, si ça me tentait de venir avec eux, quoi. Parce que j'avais acheté tout le matos à la maison, parce que ça. Pour moi, c'est comme un instrument de musique, quoi. Et j'adore m'amuser avec ça. Et puis, ça m'apaise, ça me permet de me changer les idées. Et puis, Quel style? de tout. J'aime vraiment de tout. Que ce soit de la musique électronique, du hip-hop, des trucs un peu plus calmes. Je suis fan. Et puis, là, c'est vrai que de pouvoir le faire devant des gens, c'est assez cool. Par rapport à monter sur la glace devant 6-7 000 personnes, le feeling, il est vraiment différent ou c'est finalement un peu la même chose, une sorte de mise en scène, on va dire? Ah, j'ai un trac énorme quand je fais ça. Parce que c'est pas mon élément, quoi. Je pense que ce serait. Ouais, c'est pas trop comparable pour moi. Parce que quand j'arrive sur la glace puis que la patinoire est pleine, pour moi, c'est devenu normal. Et puis on se concentre surtout que pour le match, quoi. Mais là, quand on est devant d'autres gens, c'est flippant, quoi. Il y a Laurent qui demande quelle musique te donne la pêche en ce moment. Oh, en ce moment, il y a un truc trop bizarre, c'est que j'adore écouter de la musique calme quand je fais mon workout ou bien pour me motiver. Je crois que j'aime bien la musique où il y a beaucoup d'émotions et puis ça me booste encore plus, quoi. Là, en ce moment, j'écoute pas énormément de musique maintenant. Non. On revient un petit peu là, parce que c'est une question de Fred Pichena qui dit la comparaison avec ton père, on l'a un petit peu abordé, on voulait pas parler que de ça non plus, parce qu'on veut parler à Andrei Bikov et pas à Slava. Mais est-ce que c'est un peu stop ou encore? Est-ce que cette comparaison-là, elle te flatte, elle te fait plaisir, mais à un moment où tu te dis, c'est bon. Ouais, moi, est-ce qu'on peut vraiment comparer? Non. Pas du tout, même. Je veux dire, lui, il est arrivé là à 30 ans. Il a vécu totalement autre chose. Il a une autre vie. Et je sais pas, non. Je vois pas ce qu'on peut comparer, en fait. Je sais pas. Faudrait lui poser la question, en fait. Mais... En tout cas, lui, ce qui est sûr, c'est qu'il est très fier. En tout cas, qu'il est content que tu aies pu te faire un prénom. Non, mais ouais. Moi, il n'y a pas de comparaison, quoi. C'était un des meilleurs joueurs au monde. Pourquoi me comparer avec lui, quoi? Ce serait comme me comparer avec Crosby maintenant, ce serait pas juste. Non, mais tu vois, en plus, tu as le 89, il avait le 90. Ah donc, ouais. Le fait que tu prennes un numéro juste à côté du sien, tu pourrais te dire... C'est un clin d'œil, ça. C'est un clin d'œil pour lui. Non, moi, c'est vrai que quand on voyait certaines images, on avait à peu près le même patinage et tout, mais je sais pas. Voilà, on est arrivé au terme de ce long épisode. Merci beaucoup de t'être livré à nous. C'était un Merci plaisir à de vous. t'avoir ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? D'essayer de plus pleurer quand on me demande de parler de mon père dans les interviews, c'est très frustrant. On se sent vraiment...
Ouais, c'est bizarre. Mais sinon, on peut me souhaiter la santé et puis un titre à la fin de l'année. Eh ben voilà, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci André. Pour un épisode, on va dire, normal, où on fait nos grandes théories sur le hockey, bah, ça revient la semaine prochaine. D'ici là, continuez de vous poser toutes vos questions sur Twitter, Facebook, Instagram, etc. Nous écouter, Spotify, SoundCloud, etc. Puis d'ici là, profitez bien. À bientôt.